David Goggins est l'auteur du livre Can't Hurt Me, qui en français veut dire « Plus rien ne pourra me blesser ». C'est un ancien militaire américain et un athlète de haut niveau qui s'est particulièrement illustré en 2013 lorsqu'il a battu le record du monde de nombre de tractions réalisées en 24 heures. Il a aussi établi tout un tas de records en ultramarathon et en ultra-triathlon. Et il serait encore à ce jour l'un des seuls, ou le seul même d'ailleurs, à avoir réussi l'entraînement des US Rangers, des Navy Seals, ainsi que de contrôleurs aériens tactiques de l'Air Force. Mais David Goggins n'a pas toujours été un athlète de haut niveau. Il a eu une enfance difficile avec un père violent, il a eu des périodes de dépression, d'obésité et il a raté son concours d'entrée à l'armée plusieurs fois. Malgré tout, au bout d'un moment, il a réussi à reprendre sa vie en main et c'est ça qu'il explique dans ce livre. Il a réalisé ce livre-là dans le but d'inspirer et de motiver les gens à réaliser ce qu'il appelle leur plein potentiel. Et du coup, pour réaliser notre plein potentiel, David Goggins nous propose de réaliser 10 challenges, un par chapitre, hein, c'est pratique. Et donc, moi dans ma série de vidéos, je vais pas faire tout le livre en entier d'un seul coup, je vais vous faire une vidéo par chapitre et donc une vidéo par challenge aussi. L'idée de ces challenges-là, c'est justement de savoir surmonter ses problèmes, c'est-à-dire que il est inspiré très fortement de sa propre histoire et il a utilisé les problèmes qu'il a rencontrés dans la vie pour établir ces fameux challenges en question. L'auteur a un style d'écriture vraiment très direct, hein, vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. En fait, dans l'introduction du livre, il nous propose déjà de clarifier notre situation personnelle au travers de tout un tas de questions, je voulais le dire d'ailleurs. Numéro 1, vous êtes en danger de vivre une vie si confortable et molle que vous allez mourir sans avoir réalisé votre plein potentiel. Votre mission est de vous secouer, de secouer votre esprit, de balayer la mentalité de victime pour toujours, de contrôler tous les aspects de votre vie et de construire des fondations indestructibles. Le numéro 3, c'est l'exécution. Lisez ce livre en entier, étudiez les techniques, acceptez les 10 challenges et répétez. Si vous faites le travail correctement, cela fera mal. La mission n'est pas de vous faire sentir mieux, mais d'être mieux. Ne vous arrêtez pas lorsque vous êtes fatigué, arrêtez-vous uniquement lorsque vous aurez fini. Voilà, et l'auteur s'exprime toujours comme ça tout le long du livre. Sur ce donc, l'introduction. Savez-vous qui vous êtes réellement et de quoi vous êtes capable? Je suis sûr que vous le croyez, mais croire quelque chose ne le rend pas réel. Le déni est l'ultime zone de confort. Le monde est rempli de zombies addicts au confort, ignorant de leur réel potentiel. J'étais, donc David, l'un d'entre eux avant. J'avais toujours de bonnes excuses pour ne pas réaliser ce que je voulais réellement faire. Je suis né avec des fractures, j'ai été tourmenté à l'école, ma famille était pauvre, nous vivions dans une maison du gouvernement, donc type HLM aux États-Unis. J'ai vécu la dépression, je me sentais au fond du trou et je me sentais tiré vers le bas. Quand vous faites des choix faciles et confortables, cela vous tue à petit feu. Un jour, David Goggins a été invité au MIT pour pouvoir assister à tout un tas de conférences et l'un des conférenciers, l'un des scientifiques, avait dit que quelque chose comme nous sommes limités par notre génétique et donc nous ne pourrons pas faire tout ce que l'on veut fondamentalement d'un point de vue sportif et donc on était limité forcément. David Goggins là-dessus a répondu, je vous cite le texte, « C'était un ramassis de conneries. Les scientifiques utilisaient la science pour nous garder dans une mentalité de loser. Je me sentais stupide autour de tous ces scientifiques et on m'a demandé si j'étais d'accord avec l'intervenant du coup. Et j'ai répondu qu'il y aurait toujours quelqu'un pour défier les limites. N'importe qui peut devenir une personne totalement différente et faire ce que les experts pensaient impossible. Mais cela demande beaucoup de cœur, de volonté et une mentalité blindée. » À ce moment-là du livre, David Goggins nous propose l'histoire d'Héraclitus, qui était donc un philosophe perse du 5e siècle avant notre ère, et qui disait ceci. Dans une bataille, sur 100 hommes, 10 ne devraient même pas être là, 80 sont juste des cibles pour les adversaires, 9 sont de vrais combattants et c'est eux qui font la bataille, et un seul est un véritable guerrier. Les discours de motivation ne sont que temporaires et ne changent personne profondément. Mes mauvaises habitudes étaient les miennes et c'était à moi seul de les changer. Je suis donc tombé amoureux du travail et de la difficulté. Pour me changer moi-même et passer du plus faible sac à merde de la planète en l'homme le plus dur que Dieu aura jamais créé. C'est ce que je me suis dit à moi-même. Peu importe qui vous êtes, comment était votre enfance, où est-ce que vous vivez, combien est-ce que vous gagnez pour vivre, vous êtes probablement à 40% de vos capacités réelles. Nous avons tous le potentiel d'être beaucoup plus. Et d'après David Goggins, il ne tient qu'à vous d'être ce guerrier dans votre domaine et dans votre vie.
Et ce livre est fait pour que vous deveniez ce guerrier, d'après David Goggins. Les êtres humains changent grâce aux habitudes, grâce à l'histoire ou à l'étude, et peu importe ce que vous avez devant vous, que ce soit du racisme, du sexisme, de la pauvreté, de la tragédie, des maladies, divorce, de la dépression, de l'obésité, tout cela deviendra un carburant pour votre métamorphose. Sur ce, commençons avec le chapitre 1, j'aurais dû être une statistique. Le chapitre commence comme ça. Nous avons trouvé l'enfer dans un joli voisinage de Williamsville à New York, dans l'état de New York. David Goggins, du coup, et sa famille, avec son père Trunis Goggins, sa mère Jackie et son jeune frère Trunis Jr., vivaient dans un quartier tranquille, car un quartier blanc, précisé, à Williamsville, du coup, dans l'état de New York, et son père était propriétaire d'un skateland, donc d'un skating, ce qui est une sorte de patinoire, mais sans glace. Il n'y a pas vraiment l'équivalent en France. C'est une sorte de patinoire, mais à la place d'avoir des patins à glace, on a des patins à roulettes. Et même si son père, dit-il, paraissait souriant et sympathique de premier abord ou avec les inconnus, à l'intérieur de la famille, il se montrait au contraire extrêmement colérique et égoïste. Et toute la famille travaillait au skateland. Je vais dire la patinoire, c'est plus facile à prononcer. Même les enfants lorsqu'ils étaient jeunes. Par exemple, David, lorsqu'il avait 6 ans, il s'endormait pendant les cours parce que pendant la journée, pendant la nuit, il travaillait au skateland où il ramassait les patins des clients, il faisait le ménage, ce genre de choses. Et du point de vue des clients, justement, de la patinoire, il s'agissait vraiment, en tout cas ça donnait vraiment l'illusion, d'après David Goggins, qu'il s'agissait d'une famille heureuse, d'une famille bien sous tout rapport, qui possédait une affaire et qui la faisait tourner. Sauf que, apparemment, en coulisses, Trunis Goggins gardait tout l'argent pour lui, et sa mère, leur mère Jackie, devait économiser sur tout ce qu'elle pouvait, un maximum, et elle était complètement sous emprise économiquement de Trunis Goggins parce qu'elle n'avait pas de compte en banque à elle et Trunis Goggins refusait de l'épouser, ce qui fait qu'elle était complètement coincée finalement. Trunis Goggins, en plus de ça, refusait de payer quoi que ce soit pour sa famille qui ne lui profitait pas lui aussi directement. Par exemple, il refusait de payer les soins médicaux pour ses enfants. David Goggins décrivait son père comme étant quelqu'un d'assez hypocrite avec les clients parce qu'il faisait semblant d'apprécier les gens juste uniquement pour pouvoir les faire consommer davantage. En plus de ça, Trunis draguait et flirtait avec des femmes plus jeunes que Jackie. Il fréquentait aussi des prostituées, ce qui faisait enrager complètement Jackie. Le problème, c'est que comme elle n'avait aucune indépendance financière, elle ne pouvait pas lui menacer de partir. Un matin, tôt, à la patinoire où David et son frère dormaient sur des canapés, ils virent leur mère venir les réveiller avec une odeur d'alcool très importante et elle était en larmes en fait. Leur mère et leur père s'étaient disputés au sujet des infidélités de leur père, ce qui avait créé une ambiance particulièrement tendue dans le trajet du retour. Arrivés au domicile, David et son jeune frère sont montés dans leur chambre et ont entendu des cris, les cris de leur mère. Ils ont entrouvert la porte et ont vu Jackie Goggins se faire battre à coups de ceinture par Trunis Goggins. Et en plus de cela, Trunis tirait Jackie par les cheveux dans les escaliers. À ce moment-là, le jeune David, de 6 ans, a couru vers son père, lui a sauté sur le dos en criant « Don't hit my mom ». À ce moment-là, Trunis a pris le jeune garçon, l'a jeté par terre et a commencé à le frapper lui aussi à coups de ceinture. Jackie, alors du coup, était libre, entre guillemets, et a pu ramper jusqu'à atteindre l'alarme de la maison. L'alarme de la maison était reliée directement à la police, elle appelait automatiquement la police. Et lorsque l'alarme s'est déclenchée, Trunis a alors rangé ses enfants dans leur chambre et il a attendu la police tout simplement. Lorsque celle-ci est arrivée, eh bien, Trunis les a accueillis et ils n'ont parlé qu'avec Trunis. Apparemment, tel que décrit dans le livre, les policiers ont vu Jackie donc derrière Trunis avec des bleus et des marques partout sur le corps, mais ne l'ont pas interrogé du tout. Et l'affaire a été conclue, ils ont conclu à un incident domestique. Cette soirée fut la première d'une longue série de violences où Jackie et les enfants se faisaient battre à coups de ceinture assez régulièrement. Pour continuer sur le comportement du père, un jour où David voulait s'inscrire à la troupe de scouts locale, Trunis l'en a empêché et a pris toute sa famille, donc avec son jeune frère et leur mère,
et les a amenés dans un bar où ils jouaient du tiercé, au tiercé. Et David décrivait la scène comme ils étaient tous les trois en fait avec son frère et leur mère dans un coin à côté de Trunis, et ils essayaient de se faire le plus discret possible, d'essayer d'être invisibles pour éviter d'être la cible de leur père tout simplement. Et leur père à côté, lui, buvait, fumait et pariait et perdait tout son argent au fur et à mesure de la journée, tout en vociférant des insultes contre les chevaux, contre l'organisation, contre à peu près tout le monde. David avait appris que la meilleure façon de ne pas se faire battre était de devenir invisible. Souvent, les coups étaient brutaux, mais le pire, c'était l'anticipation de la violence. Il raconte en détail comment il se sentait lorsque son père le battait à coups de ceinture. Le stress, l'appréhension, la peur. Comment faire pour ne pas attirer son attention. Comment il faisait en sorte de ne pas crier, s'efforcer de ne pas crier pour ne pas lui donner satisfaction. David n'allait pas à l'école pendant plusieurs jours à cause de ces marques. Ses espoirs s'évaporèrent complètement, il étouffait complètement ses émotions et il voyait sa mère devenir l'esclave de son père. Un jour où David était blessé à l'oreille, sa mère voulut l'emmener à l'hôpital, aux urgences. Trunis Goggins s'est alors interposé, alcoolisé, en criant « Je n'élève pas des pédales ». En réalité, il ne voulait juste pas avoir à payer les frais des urgences. Heureusement, sa mère, Jackie, l'a quand même envoyé aux urgences et ils sont arrivés juste à temps, au cas où, s'ils avaient attendu plus longtemps, David aurait pu perdre son oreille. Quelques années ont passé et Trunis Goggins s'était fait plusieurs ennemis en passant des deals un peu étranges et du coup il était devenu paranoïaque. Il avait fait installer plusieurs alarmes dans sa maison et un jour en rentrant de l'école, David avait 8 ans du coup cette fois-ci, et il a déclenché l'une des alarmes par inadvertance. Il a alors entendu son père descendre des escaliers avec une arme au poing. Il était aussi alcoolisé. Et voyant que c'était son fils qui avait déclenché l'une des alarmes, il n'a pas baissé son arme. Au contraire, David décrit assez clairement ce passage-là dans le livre, où il vit son père lui pointer son arme entre les deux yeux. Et David, à ce moment-là, il était tellement terrifié par son père qu'il s'attendait à ce qu'il tire. Il était tellement désespéré, tellement sans aucun espoir, que il s'attendait plus à rien en fait de la part de son père. Jackie alors voulait tuer Trunis, mais ses frères l'en ont dissuadé. Elle a donc prévu à la place de s'échapper, de prendre sa voiture et de fuir cet enfer. Sauf qu'elle avait besoin d'argent. Elle, étant complètement dépendante économiquement de Trunis Goggins, elle avait besoin de sa signature pour obtenir une carte de crédit. Et donc, pendant plusieurs semaines, elle a joué un rôle pour regagner la confiance de Trunis Goggins, pour obtenir justement cette fameuse carte de crédit. Ce qui fut le cas en réalité, donc elle a réussi ça. Lorsque la carte de crédit est arrivée par la poste, David a bien décrit ce moment-là dans le livre, comme quoi la carte luisait comme un ticket d'or, un ticket pour la liberté. Une fois la carte de crédit en main, elle est arrivée à la table du petit déjeuner et leur a dit, donc ils étaient tous les trois, les enfants et Trunis, « Je quitte votre père, vous deux, vous pouvez rester ici ou venir avec moi. » À ce moment-là, Trunis était, tel que décrit dans le livre, complètement estomaqué. En réalité, il savait pas du tout ce qui lui arrivait et il s'y attendait absolument pas. Et au moment où il a commencé à réagir, il a dit à Jackie « Tu n'es pas éduqué, tu n'as pas d'argent, tu finiras prostituée et les enfants seront un couple de pédales. » Elle partit donc avec les enfants et leur père était complètement terrassé. Alors les enfants sont montés dans la vieille voiture de leur mère qui est partie se réfugier chez une amie à elle qui s'appelait Betty. Lorsque leur père réatterrit et prit conscience de la situation, il prit sa corvette pour essayer de les rattraper, mais ne les trouva pas. Échapper à Trunis Goggins n'a pas été malgré tout quelque chose de facile. En fait, il a fait le tour de la ville plusieurs fois pendant plusieurs jours. À ce moment-là, donc chez son amie Betty, Jackie Goggins était à bout de nerfs et elle éclata en sanglots. Sa vieille voiture tombait en panne régulièrement, elle n'avait pas d'argent. Enfin voilà, c'était une situation très compliquée. David et sa famille sont allés se réfugier chez leurs grands-parents, donc chez les parents de Jackie, pendant 6 mois. Pendant cette période-là, David et son frère étaient scolarisés chez des sœurs catholiques, des bonnes sœurs catholiques.
Et il y a eu une bonne sœur en particulier qui avait eu une forte impression apparemment sur David parce qu'elle était l'inverse de son père. Son père, il le décrit comme quelqu'un de très souriant de prime abord, mais en coulisses, c'était une véritable ordure. Eh bien, apparemment, c'était l'inverse pour cette fameuse sœur Catherine qui, de prime abord, était quelqu'un de très grincheux, avec un côté voyou. Et par contre, ça a été quelqu'un qui a énormément aidé David. Et c'est justement depuis ce jour-là qu'il ne juge jamais les gens grincheux. Après cette période-là, Jackie a pu obtenir un public housing block, donc c'est un peu l'équivalent des HLM aux États-Unis, et ils ont pu obtenir un peu une petite pension alimentaire de la part de leur père, c'est-à-dire 25 $ par mois. Et donc voilà, c'était vraiment pas beaucoup. Pendant ce temps-là, Jackie travaillait dans un magasin et elle prenait des cours à l'université pendant ses heures off. Malgré tout, comme ils avaient une voiture, ils n'avaient pas davantage de subventions de la part de l'État qui les considérait comme trop riches pour avoir des subventions. Sauf qu'ils étaient quand même malgré tout dans une grande difficulté financière et ils avaient beaucoup de difficultés à payer les factures notamment. Ils étaient à ce moment-là dans l'état de l'Indiana qui était considéré, et apparemment toujours aujourd'hui mais quand même encore plus à l'époque, un état particulièrement raciste. Dans la nouvelle école de David, il y avait des stigmatisations tous les jours, des humiliations tous les jours, comme c'était le seul black de son école, c'était particulièrement difficile pour lui. Apparemment, ses professeurs n'avaient pas beaucoup d'empathie pour lui, ce qui fait qu'il était de plus en plus marginalisé et de plus en plus stressé et laissé de côté. Le stress de David l'a mené à avoir des troubles de l'apprentissage ainsi que des troubles sociaux et beaucoup d'anxiété. Ces troubles-là l'ont poussé à tricher pendant les cours, pour les contrôles, ce genre de choses, et à tricher apparemment beaucoup, et apparemment cela fonctionnait bien. Sa mère se faisait moins de soucis pour lui, et ses professeurs le laissaient tranquille. Malgré tout, il subissait des humiliations et qu'est-ce que j'ai noté exactement? Donc des humiliations et de la marginalisation était son quotidien. Il pensait qu'il était né pour être misérable. On comprend du coup assez facilement pourquoi David Goggins s'est forgé cette mentalité aussi dure. C'est la mentalité qu'il a aujourd'hui, hein, je parle au moment où je tourne la vidéo. Parce que pour pouvoir réussir à survivre à tout ça, encore plus du coup dans les prochains chapitres où on verra son séjour à l'armée, on comprend qu'il a dû forger cette mentalité pour pouvoir s'en sortir. Du coup, on arrive sur la fin de ce chapitre ainsi que le premier challenge. Vous savez, je vous ai parlé au début de la vidéo des challenges. Donc, premier challenge. Challenge numéro 1. Tout le monde a au moins un défi à surmonter. À quel genre de conneries avez-vous été confronté en grandissant? Avez-vous été battu, maltraité, racketté ou en insécurité quelconque? Ou au contraire, avez-vous grandi dans un environnement tellement confortable que vous n'êtes jamais sorti de votre zone de confort? Êtes-vous sous-estimé par votre hiérarchie ou quelles sont les circonstances dans lesquelles vous vous battez actuellement? Prenez un journal, prenez des notes sur un smartphone ou autre et notez tous les obstacles que vous avez dans votre vie maintenant. Prenez quelques minutes pour décrire vos problèmes en entier. Donnez à vos problèmes une forme, car vous allez utiliser toutes ces excuses pour alimenter votre succès à venir. Quand vous avez votre liste, partagez-la avec qui vous voulez, ou sur les réseaux sociaux si vous le voulez. Écrivez quelques lignes sur votre passé et votre présent qui vous challenge au plus profond de vous-même. Cela peut être dur, mais c'est le début de votre transformation. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième chapitre lors de la prochaine vidéo qui s'intitulera « La vérité blesse ». À la prochaine.